évidemment, on regarde cette image, cette place de la Concorde, où il y a de plus en plus de monde, manifestation spontanée après que le gouvernement ait dégainé le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, réforme décriée à la fois par les syndicats et vous le voyez, par la rue. On va y revenir évidemment dans un instant dans Punchline avec nos envoyés spéciaux sur le terrain. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le gouvernement provoque la colère des syndicats après avoir choisi le passage en force et donc le 49.3 pour faire adopter sa réforme des retraites sous les huées des oppositions. Les députés de la France Insoumise ont entonné la Marseillaise en brandissant des pancartes. 64 ans, c'est non. Un coup d'éclat bien préparé pour protester contre la méthode et la réforme, avec des cris de démission pour ponctuer le discours d'Elisabeth Borne. Combien de temps la Première ministre va pouvoir rester à Matignon? Marine Le Pen réclame son départ en raison de l'échec que représente cette incapacité à faire voter le texte. Mais c'est aussi un échec pour le président Macron, qui n'a pas réussi à rallier les votes des LR malgré les nombreuses concessions faites. Il a évoqué des risques financiers trop grands pour la France afin de justifier cette décision du 49.3. On vous fait vivre en direct ce qui s'est passé au Parlement et maintenant dans la rue sur Europe 1 et sur CNews. Il y a des manifestations à Bordeaux, il y a à Marseille, Paris. Les centrales syndicales doivent annoncer ce soir la suite à donner au mouvement. Laurent Berger de la CFDT annonce de nouvelles mobilisations, des mouvements de blocage s'annonce donc à nouveau dans toute la France. Place de la Concorde, en ce moment même, des centaines de personnes se sont rassemblées de façon spontanée, donc juste devant l'Assemblée nationale, pour dire non à ce qu'ils appellent une brutalisation du débat sur la réforme des retraites. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews. On va rejoindre tout de suite Place de la Concorde, l'un de nos envoyés spéciaux, Augustin Donadieu avec Jean-Laurent Constantini. Il y a de plus en plus de monde, Place de la Concorde. Pour quelles raisons ces gens se sont mobilisés, Augustin ? Eh bien, pour la raison qu'ils sont en train de scander depuis l'annonce du 49.3 par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, c'est le retrait de la réforme, la démission du président Emmanuel Macron, mais également le soulèvement de la France pour contester cette réforme des retraites que tous ici dénoncent. Une manifestation rejointe par énormément de jeunes, des syndicats lycéens notamment. Alors, une ambiance bon enfant règne ici, place de la Concorde, avec beaucoup de chants, beaucoup de danse, mais ces jeunes ne sont pas décidés à quitter cette place. Ils veulent faire entendre leur voix, que les députés dans l'hémicycle les entendent. Beaucoup déplorent que les Républicains, en l'occurrence, n'aient pas été contre cette réforme des retraites. Ils veulent entendre leur voix, mais ces manifestants comptent bien de nouveau se mobiliser les prochains week-ends en faisant grève. Ces salariés également qui veulent faire grève pour encore une fois faire entendre leur voix. Merci beaucoup Augustin Donadieu, Jean-Laurent Constantini. N'hésitez pas à revenir avec des manifestants qui nous expliquent au micro d'Europe 1 et CNews les raisons de leur présence. Direction Bordeaux à présent, Antoine Estève et Jérôme Rampenou. Là aussi, il y a du monde dans la rue avec une mobilisation importante, Antoine. Oui, effectivement, et surtout une mobilisation qui est désorganisée parce qu'il y avait à l'origine un appel à rassemblement sur les allées de Tourny en plein centre de Bordeaux par les syndicats principaux de l'intersyndicale régionale avec la CGT, Force ouvrière, les syndicats universitaires notamment. Et puis là, on assiste à une division en deux cortèges. Vous voyez sur ces images de Jérôme Rampenou avec principalement les jeunes qui sont au fond de l'image en ce moment, qui sont en train de bouger de l'endroit où ils devaient se rendre au départ, c'est-à-dire la permanence du député Cazenave, le député de la première circonscription de la Gironde. Ils ont été stoppés par un cordon de policiers et là ils ont décidé de faire demi-tour pour aller retourner vers le centre-ville. Donc on attend de savoir exactement quelles sont leurs motivations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui ont mis des cagoules tout à l'heure, des cagoules noires. Voilà, vous allez peut-être les voir sur ces images. Donc il y a un petit peu de provocation aussi des deux côtés, ça c'est sûr en ce moment. Merci beaucoup Antoine Estève, Jérôme Rampenou. Et pour nos auditeurs, effectivement, on voit un cortège assez qui s'étiole au fil des rues à Bordeaux. On retourne évidemment avec la place de la Concorde et ces centaines de personnes rassemblées. Fabien Villedieu nous a rejoint, un représentant Sudrail. Bonsoir Monsieur Villedieu. Ce 49.3 ne passe pas. Il y a du monde place de la Concorde, beaucoup de manifestants qui disent que c'est une brutalisation du débat. Comment est-ce que vous le jugez, vous, les syndicats ? Là, j'en viens de place de la Concorde, justement parce que on le juge mal, voilà. On a un gouvernement qui n'écoute pas les manifestants, qui n'écoute pas les camps intermédiaires, qui n'écoute pas les syndicats, qui n'écoute pas l'opinion publique, et là, qui n'est même pas capable d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà.
Donc ça ne passe pas. Voilà. Moi, je vais vous dire un peu l'état d'esprit que j'avais. S'il n'y avait pas eu le 49.3, je suis en assemblée générale, je suis en grève. Tous les jours, on Combien de jours de grève ? Là, je suis à 10 jours de grève reconductible, plus 5 jours de temps fort. Donc, je suis à 15 jours de grève. Voilà. Ça fait à peu près 1 500 € que j'ai mis pour combattre cette réforme. Moi, l'état d'esprit que j'avais, c'est que demain, si la loi était passée, s'il y avait eu un vote démocratique, moi, demain, je pense qu'on aurait repris le travail à la SNCF. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Voilà. Demain, là, avec le 49.3, demain, on appellera à reconduire la grève. On appellera à reconduire la grève. Et on appellera à généraliser la grève. Voilà. Le gouvernement, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut écouter les gens. Démocratie, moi, je suis pas un intellectuel comme on peut y avoir autour de la table, hein, mais j'ai regardé sur Google. En ancien grec, ça veut dire le pouvoir au peuple. Tout simplement, le pouvoir au peuple. Il y a un moment donné, il faut écouter les gens. Enfin, c'est pas possible. Quand est-ce qu'on écoute le peuple dans ce pays ? Et si le peuple n'est pas écouté, et ben voilà ce qui se passe. Aux élections Louis de Ragnel. On vous répondra à l'élection législative. Bah non. C'est maintenant qu'on doit nous écouter. Non, mais en fait, c'est l'éternel débat. Hein. Non, à chaque fois, c'est. Là, c'est pas un débat, là. Là, vous avez vu Le Monde, et je peux vous dire, Le Monde qu'il y a dans la rue, place de la Concorde, si j'ai bien cru comprendre, ça se multiplie quasiment dans toutes les préfectures de France. Les gens, ils n'ont pas envie d'être écoutés dans 2 ou 3 ans. Ils veulent être écoutés maintenant. Et la démocratie, c'est écouter les gens, pas une fois tous les 5 ans. C'est que les gens, ça leur Alors, rien dire. Jean-Sébastien Ferjou. Représentative, il y a des corps intermédiaires, vous êtes syndicaliste et c'est très bien, on a besoin de syndicats comme on a besoin de partis politiques. Et je vous dis pas que je ne comprends pas du tout ce que vous dites, parce que moi, ça me paraît absurde de la part du gouvernement de bloquer le pays pour une réforme qui avait, à vrai dire, très peu d'intérêt budgétaire à proprement parler et dont on voit bien que le corps social n'en veut pas. Mais on ne peut pas dire que c'est un déni de démocratie, encore une fois. Qu'est-ce qui empêche le Parlement de voter une motion de censure, de renverser ce gouvernement-là et de contraindre Emmanuel Macron à une dissolution ? Et là, on verra s'il y a une majorité alternative qui propose autre chose. Du site Atlantico. Je passe la parole à Pierre-Henri Dumont, qui est député Les Républicains. Qu'est-ce qui vous empêche, monsieur Dumont, de voter lundi une motion de censure, si elle est déposée par quelqu'un qui vous convient, par Charles de Courson, moi, il m'empêche, par exemple? Moi, je l'ai dit, s'il y a une motion de censure qui est déposée par l'IOT, qui est un groupe plutôt... Qu'est-ce que c'est l'IOT pour nos auditeurs? C'est plutôt un groupe de téléspectateurs. centre-droit, liberté et territoire, avec des UDI... qui ont l'intention de déposer une motion de censure. Moi, je ne m'interdis pas, et probablement que je la voterai, cette motion de censure. Mais je pense que le gouvernement aurait dû aller au vote. C'est tout. On a débattu. Quitte à être renversé. Quitte à pas être renversé, à être battu. Mais ça arrive en démocratie d'être battu. Et puis, s'il est battu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de réforme des retraites. Ça veut dire que cette réforme des retraites, vous l'avez parfaitement dit. Et tu te réformes. Alors, attendez. Monsieur Dumont, terminez. C'est une réforme qui ne produisait au final plus beaucoup d'un point de vue financier. C'est une réforme. Je dis pas le contraire, mais pourquoi ? Parce que c'est une réforme qui en fait n'était pas ambitieuse. Et ambitieuse, ça ne veut pas dire passer à 64, 65, 67 ans. Ambitieuse, mais pardon, mais la base de départ est pas bonne. Et quand vous avez une base de départ, quand vous avez des fondations. Alors, il fallait pas essayer de dire je suis bien d'accord avec vous. Interpellation d'Eugénie Bastier du Figaro. Pardon, mais c'est quand même LR. Enfin, vous avez quand même et Aurélien Pradier, par exemple, a essayé de négocier. Donc c'est bien qu'au départ, vous pensiez que cette réforme avait quand même du sens, puisque vous avez essayé de la modifier dans votre sens. Non, au départ, on a une réforme qui nous est présentée. C'est pas nous qui mettons le projet de loi. C'est pas l'opposition qui. Au départ, vous étiez dans un souci de négociation. Vous avez obtenu un certain nombre de choses. On essaye d'adoucir et manifestement, pour certains, le projet de loi n'a pas été assez adouci. Pour d'autres, il n'était pas suffisant. Et le projet de loi que la droite aurait présenté aurait probablement été totalement différent. Et je le répète, on est tous d'accord à droite pour dire qu'il faut une réforme des retraites. Mais on est tous aussi, je pense, d'accord pour dire, et c'est bien le sens de la motion qui a été votée par le bureau politique et qui a été remis sur la question des carrières longues, c'est pas à ceux qui ont commencé tôt, qui travaillent le plus dur, de porter l'exclusivité de l'augmentation du temps de travail. Fabien Villedieu, quand vous entendez les Républicains dire cela, ça va dans votre sens, évidemment? Écoutez, moi, je ne suis pas du genre à voter républicain, mais en tout cas, j'entends et je respecte ce que vous dites. Parce que pour le coup, je me dis qu'on a quand même des élus du peuple qui écoutent la population. Voilà. Et c'est aussi la base. Alors effectivement, il y a des convictions, effectivement, mais il y a aussi, vous savez, les convictions, il ne faut pas être borné comme ça en se disant « Ah bon, tout le monde est contre, mais quand même j'y vais ». Voilà. Il faut aussi écouter un peu ce qui se passe. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'un certain nombre d'élus des Républicains écoutent la population et c'est tant mieux. Et moi, je m'en réjouis. Vraiment. Eric Nolot. Mais j'en sais rien. Moi, je crois que c'était un syndicaliste qui expliquait qu'ils avaient entendu le message que ça pouvait leur coûter leur siège. Ce qui n'est pas tout à fait la même motivation. Et ensuite, il y a plusieurs républicains, parce qu'au Sénat, ils sont pour. Le bureau politique dit une chose, les députés en tant que tels en disent une autre. Les républicains, c'est en fait une entité extrêmement multiforme.
Ce qui est vrai, c'est que les Républicains on parle, d'ailleurs, il faut demander à chaque fois. Tous en même temps. Ça, c'était c'est vrai que Nicolo, ce qui est Eugénie Bastier et fascinant chez les Dieu. Républicains, c'est que pendant des années, il y a eu un grand débat à l'intérieur des Républicains sur la droitisation de la ligne, notamment sur les questions régaliennes et migratoires, l'identité heureuse d'Alain Juppé versus une ligne un peu plus ferme. Ce débat a été tranché là, et à peine on a tranché ce débat qu'un nouveau débat rentre sur la question économique où on croyait qu'il y avait un consensus justement à droite, que c'était vraiment pas la question qui faisait débat. Donc en fait la division est permanente depuis 20 ans à droite et vous n'en sortirez jamais. Ça c'est pour les LR, vous avez raison. Fabien Villedieu. Après, le problème c'est pas les Républicains aujourd'hui. Ceux qui font un 49-3, ceux qui bloquent le pays, c'est ce gouvernement et c'est Renaissance, c'est eux le problème. C'est eux qui mettent des millions de gens, des milliers de gens dans la rue et qui risquent. Et moi, je vous le dis, voilà, nous, on a tout fait pour que ça soit pacifiste, que ça se passe bien. Je vais passer mon temps à venir ici et dire des consignes. Une manif, c'est une manif avec des poussettes, en famille. Donc, ça doit bien se passer. Mais moi, les gens sont en train de devenir dingues. Il faut écouter aussi. Les gens, ils deviennent dingues. On peut pas faire en permanence des manifestations où on nous écoute pas, à l'opinion publique, on nous écoute pas. Et là, ok, le 49-3, ça fait partie de la Constitution de la Ve République. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai cru comprendre que des 49-3, dans les autres pays européens, il n'y en a pas beaucoup. Ça n'existe pas, le 49-3 dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens, vous êtes obligé d'avoir une majorité pour faire passer une loi. Et ça ne passe pas. Ça peut être passé dans les années en 1958 lorsque ça a été pondu, mais aujourd'hui, ça ne passe plus et ça paraît... Et je pense que c'est un déni de démocratie, le 49-3. Alors, il est pratiquement 18h10, on est en direct en Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Il y a des palettes de bois qui brûlent place de la Concorde, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour dire non à la réforme des retraites, non au 49-3 que la Première ministre Elisabeth Borne a dégainé dans l'après-midi. On va prendre la direction de Marseille, où se trouve Laure Parra. Bonsoir Laure, est-ce qu'il y a du monde qui est en train de se réunir de la même façon à Marseille ? Écoutez, alors ce n'est pas un rassemblement spontané, c'était prévu dans l'agenda de la CGT. Et il y a encore une dizaine de minutes, ils étaient une poignée sur cette place qui se situe juste en face de la préfecture et juste à côté de la préfecture de police. Ils arrivent par vagues, chacun derrière les bannières de leur syndicat. L'intersyndicale est quasiment représenté. On voit la CFDT un peu plus loin, FSU, SNES, FO, évidemment la CGT. Et ils sont de plus en plus nombreux. Alors, je pense que l'état d'esprit est celui plus ou moins qu'on a rencontré hier lors de la mobilisation, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient finalement à ce qu'il y ait ce 49-3. Globalement, j'ai discuté avec deux d'entre eux, ils ne sont pas franchement surpris par ce qui s'est passé cet après-midi, mais rien n'arrêtera leur détermination. Ils pensent que les choses peuvent encore évoluer et déjà, on imagine bien que l'intersyndicale qui doit se réunir va organiser plusieurs mobilisations spontanées ce soir, demain dans le département. Merci beaucoup Laure Parra pour ces explications depuis Marseille, évidemment dans les Bouches-du-Rhône. On a évoqué Bordeaux. Il y a d'autres rassemblements dans d'autres villes. Fabien Villedieu, à votre connaissance ? À ma connaissance, dans toutes les préfectures, il y a des rassemblements pour venir dénoncer à la fois ce passage en force et à la fois le fond, c'est-à-dire cette réforme que les Français ne veulent pas. Voilà. Les Français ne veulent pas. Alors, il y a d'autres pays où, effectivement, faire passer des réformes, c'est plus simple. Moi, je suis prêt à l'entendre. Mais en France, on a des traditions. En France, on manifeste, on se met même en grève. Il y a même des gens qui sont en grève reconductible. La France, c'est comme ça. Voilà. Bon. On la prend comme elle est. Alors, Louis de Ragnel d'Europe 1, une question politique. Est-ce que la Première ministre va démissionner ? Est-ce que ses jours sont comptés à Matignon ? Clairement, la question se pose aujourd'hui quand vous appelez des ministres, des entourages de ministres, ils vous disent que oui, la question du maintien d'Elisabeth Borne se pose. Ensuite, la question que vous posez peut-être Monsieur Villedieu et les opposants à la réforme, c'est quelle est l'utilité de changer Elisabeth Borne si c'est pour la remplacer par quelqu'un qui appliquerait exactement la même politique. C'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Fabien Roussel, le président du Parti communiste. Et donc, pour Emmanuel Macron, la question se pose exactement de la même manière. S'il remplace Elisabeth Borne, la question c'est par qui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plus de poids politique ? On sait que par exemple Gérald Darmanin pourrait incarner quelque chose d'intéressant pour Emmanuel Macron. On voit bien que Elisabeth Borne... un déplacement d'ailleurs demain Gérald Darmanin. Et il devait aller en Gironde. Le choix qui a été fait était celui d'Elisabeth Borne, qui était quelqu'un de pas du tout politique. Emmanuel Macron, à l'époque, au moment de sa nomination, voulait absolument avoir quelqu'un qui surtout ne suscite pas de haine contre son Premier ministre. Et là, en fait, on est dans une période ultra politique où, on l'a vu là ces derniers jours, la mission du Premier ministre, c'est de trouver une majorité sur un texte. Donc d'aller chercher, de faire un peu de politique politicienne. Et c'est vrai que l'évidence, c'est qu'il faut un Premier ministre beaucoup plus politique qu'Elisabeth Borne, qui est donc capable de dealer, de négocier. Sinon, en fait, c'est la question de la capacité d'Emmanuel
Emmanuel Macron à gouverner pour la suite. Parce qu'il y a des nouveaux textes, il y a des textes qui vont arriver. Là, si vous voulez, c'est même pas le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Il reste énormément de choses à faire voter. Il reste seulement un seul 49.3 utilisable par session parlementaire. Donc là, vraiment, on rentre dans le dur. Et en l'état actuel des choses, on a du mal à voir comment Emmanuel Macron peut continuer. On entend les cris des manifestants place de la Concorde. Beaucoup de monde sur cette place de la Concorde. Le rassemblement était prévu. Ce n'est pas un rassemblement spontané, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait une déclaration de manifestation. La préfecture de police avait pris un arrêté d'interdiction, mais le tribunal administratif l'a cassé. Donc voilà. C'est pour expliquer un tout petit peu ce qui se passe place de la Concorde, Monsieur Villedieu. C'est une ambiance bon enfant. Vous en venez. Il y avait du monde et il y a de plus en plus de monde désormais. Oui, alors c'est bon enfant, mais les gens commencent à être un peu en colère quand même. Voilà, ils commencent à être un peu en colère. Alors effectivement, le rassemblement, il avait été refusé par la préfecture, donc il y a une procédure juridique et on a su 1 heure avant le rassemblement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment de pub qui avait été fait avant, 1 heure avant, et c'est pour ça qu'il y a des mobilisations un peu spontanées. Et les gens, ils viennent spontanément, voilà, ils regardent CNews, ils voient ça, et spontanément ils viennent. La Concorde, elle est déclarée. Oui, c'est ça. Ça a été cassé. Elle est déclarée, mais vu que la préfecture l'avait contestée, voilà, on a été obligé d'aller au tribunal. Et en fait, le tribunal nous a donné raison. C'est Solidaire qui a déposé le rassemblement 1 heure avant. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait la publicité du rassemblement 1 heure avant parce qu'on risquait d'avoir un rassemblement qui n'était pas autorisé. Un tout petit mot, Louis de Ragnel, place de la Concorde. On est à combien de mètres de l'Élysée ? On est à 200, 300, 400, 500 mètres. On doit être à 100 mètres. À 500 mètres de l'Élysée. Même pas, non, c'est 400 quand même. Donc les clameurs, on met 3 minutes. les clameurs de la place de la Concorde, on les entend depuis les jardins d'Élysée, c'est ça ? Je pense pas quand même, parce qu'il y a des arbres, il y a des bâtiments. Ah, mais c'est juste Mais c'est vraiment entre l'Assemblée nationale et l'Élysée. Pierre-Henri Dumont, ça peut vous l'assurer. Oui, alors là, encore une fois, quand vous voyez ça, Pierre-Henri Dumont, vous dites que vous avez participé à non, il n'y a encore vraiment une fois aucun risque parce que je vous êtes député LR, je le à précise. ce barbecue géant sur la place de la Concorde. Non, mais moi, je crois que chacun doit rester dans son rôle. Voilà. Les manifestants manifestent. C'est normal que les organisations syndicales, si elles ne sont pas d'accord avec un projet de loi, manifestent contre celui-ci. Mais c'est pour ça que moi, je voulais qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale et qu'il faut qu'il y ait quand même, dans ce pays, sur cette réforme qui est extrêmement importante pour des dizaines de millions de Français, un vote, qui soit pour, qui soit contre. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui aurait gagné. Ça jouait probablement à 2, 3, 4, 5 voix d'écart entre le pour et le contre. Mais allons au vote. Et puis si ça gagnait, c'est tout. Vous l'avez parfaitement dit d'ailleurs en tant que syndicaliste, c'est la loi de la démocratie. Ça perdait, probablement qu'il y aurait eu un autre projet de loi, que les retraites auraient été réformées d'une façon un peu plus compréhensible pour tout le monde. On n'aurait pas eu les tableaux qu'on avait eu 44, 43 annuités selon l'année de naissance et le signe astrologique. Bon, voyez, père ou impair ? Un père ou un père. Vous voyez, c'est tout ça qui a fait que personne n'a vraiment compris ce qu'il y avait dedans et qu'au final, avec tout ce qui a été mis, la réforme n'arrivait même pas à dégager des marges de manœuvre financières suffisantes. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, mais je crois qu'effectivement, le risque pour le gouvernement de perdre ce vote-là, finalement, crée une situation politique pas hyper différente de celle à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et surtout, ce qui me paraît mais totalement ubuesque quand on voit ce qui se passe là. Moi, je comprends vraiment l'angoisse des gens par rapport à leur retraite. Je comprends la crise du sens du travail dans laquelle on est. Mais je ne sais pas si vous avez vu, Laurent, cette semaine, ChatGPT 4, la version 4, et vous allez très vite comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est qu'il y a une accélération de l'intelligence artificielle qui est phénoménale. La version qui vient de sortir là, par rapport à celle d'il y a 3 mois, elle était au niveau des 10% des étudiants les moins bons. Aujourd'hui, elle est au niveau des 10% des étudiants les meilleurs. Okay. C'est vertigineux. Ça veut dire que là, il y a des gens qui, toute la journée, sont sur GPT-4 en train de leur demander code-moi un site. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que toutes les professions telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles vont être révolutionnées. Donc ça n'a aucun sens de faire des hypothèses budgétaire à 15 ans, ça aurait pu être un argument en or pour le gouvernement pour s'en saisir, de dire mais de toute façon le monde que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus le monde que nous connaîtrons demain. Toutes les professions sont concernées. Vous verrez 80% du contenu des médias pourra être fait par une intelligence artificielle. Ça sera pareil pour les illustrateurs, pour tout. Donc quel est le sens de mettre le pays à feu et à sang quand de toute façon vous savez que nous sommes en train de gérer le passé et absolument pas l'avenir. Vous avez raison, il faut toujours avoir un œil vers l'avenir, mais aussi un œil sur le présent. C'est le présent. Le présent. La réalité, c'est que c'est déjà... Ceux qui manifestent ne sont pas des robots, ce sont des hommes et des femmes. Je suis d'accord, c'est pour ça que je vous disais que je comprends leur inquiétude. Moi, je vous parlais du point de vue du gouvernement et des élites qui nous gouvernent. S'obstiner sur des équilibres budgétaires qui reposent sur des hypothèses qui n'ont plus de sens, c'est absurde. Fabien Villedieu, l'intelligence artificielle, elle conduira peut-être pas tout de suite des trains, a priori ?
Non, pas tout de suite. Et puis, elle va pas vider les poubelles. Enfin, il y a toute une série de métiers. Et puis, ça veut dire aussi la difficulté. C'est un débat qu'on a souvent. Hein, c'est comme vous faites avec les seniors. Moi, je vous le dis, le sport numéro 1 de beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises françaises, c'est de se débarrasser des seniors parce que les seniors, là-bas, généralement, ils ont un meilleur salaire que les jeunes qui arrivent. Bon, ils sont moins maniables que souvent les jeunes qui arrivent. Donc, si en plus vous arrivez et qu'il y a certains, il y a une fracture numérique. Moi, je vous dis, même moi j'ai 47 ans, j'ai déjà une fracture numérique. Je suis obligé de voir des collègues pour me dire comment on fait sur tel réseau social ou comme ça. Donc, quand vous avez des gens qui ont 50, 60 ans, y compris qui peuvent être des éboueurs, mais qui sont cassés, qui peuvent plus bosser, vous leur expliquez, maintenant, va falloir que tu trouves une compétence dans je ne sais quel endroit. Enfin, c'est quand même compliqué l'emploi de ces seniors. Et fatalement, ça crée de l'angoisse et ça crée tout simplement le réflexe de se dire c'est pas possible de bosser jusqu'à 64 ans dans ces conditions-là. Un petit mot d'Eugénie Bastier. Oui, je pense que cette réforme est nécessaire. Mais cela dit, je m'étonne quand même que quand le président de la République dit c'est pour le salut de la France, pour le salut de notre pays, on peut pas faire le salut des gens contre eux. En fait, c'est quand on n'a pas l'opinion, on n'a pas gagné la bataille d'opinion, c'est compliqué. Et je m'étonne en fait, il y a des sujets où les Français sont hyper majoritaires, notamment par exemple sur l'immigration, et on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas à faire bouger une ligne et à faire la moindre petite mesure. Et là, on a des sujets où les Français sont absolument contre, et on y va coûte que coûte. Encore une fois, je pense qu'elle est nécessaire. On y va coûte que coûte, et on y va contre l'opinion. C'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où les Français sont majoritaires, où on n'agit pas. Bon, on a toujours évidemment cette manifestation qui se poursuit place de la Concorde à Paris. On va revenir un petit peu en arrière quand Elisabeth Borne a pris la parole de façon assez compliquée à l'Assemblée nationale sous les huées de la France insoumise, le Rassemblement national claqué avec ses pupitres. Elle a tenté effectivement de pointer les responsabilités des uns et des autres. On va écouter la Première ministre. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin, cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Voilà pour la Première ministre Elisabeth Borne qui à la fois taclait la France insoumise et le Rassemblement national sous les huées de l'Assemblée nationale. On a vu les députés France insoumise chanter la Marseillaise, brandir des pancartes, les 64 ans, c'est non, Louis de Ragnel, du chef du service politique d'Europe 1. C'était un moment assez rocambolesque à l'Assemblée cet après-midi. C'était assez prévisible, parce que le climat... un happening par la France insoumise. Non, mais le climat était tellement délétère, puis c'était un vrai faux suspense qu'Emmanuel Macron a entretenu jusqu'au bout, parce que je pense sincèrement qu'il pensait qu'il allait pouvoir obtenir une majorité, sinon hier soir il n'aurait pas brandi la menace de la dissolution, et donc à la fin, si vous voulez, tout le monde est ça rend complètement dingue tout le monde, et ça n'a surpris personne de voir la France insoumise encore une fois hurler, mal se comporter à l'Assemblée nationale. C'est pas la première fois et ce ne sera sans doute pas la dernière fois. On a été rejoint par Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national. Bonsoir Monsieur Chenu. Bonsoir. Quand vous voyez à la fois ce qui se passe place de la Concorde, où il y a beaucoup de monde rassemblé, quand vous avez entendu la Première ministre Elisabeth Borne tacler le Rassemblement national, tapis dans l'ombre, disait-elle. Quelle est votre réaction après toutes ces interpellations ? Écoutez, moi, ce que je vois ce soir, c'est effectivement d'abord un pays particulièrement mécontent. Les Français n'acceptent pas, et ils ont raison parce qu'ils sont majoritairement hostiles à cette réforme des retraites, n'acceptent pas l'utilisation du 49.3. Moi, je regrette que la France insoumise fasse toujours du cirque, parce que ce qui est important lorsqu'on est parlementaire, c'est de voter. Débattre, c'est une chose, et nous avons débattu dans le cadre qui nous a été fixé par le gouvernement, un cadre restreint, mais nous avons débattu, mais nous n'avons pas pu voter parce que la France insoumise a fait de l'obstruction. Or, si nous avions voté,
si la France insoumise n'avait pas eu cette stratégie, eh bien, il n'y aurait plus de réforme des retraites aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Le roi est nu. Il n'y a pas de majorité pour voter ce texte à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité dans le pays. Il y a une majorité de Français qui sont hostiles. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On n'a pas pu voter parce que LFI nous en a empêchés pendant des semaines. Et désormais, le président de la République brutalise le pays un peu plus en déclenchant le 49.3. Alors certes, le 49.3 est dans les textes, on le sait tous, il utilise quelque chose qui est légal. Mais je pense qu'un texte de cette dimension, qui a les conséquences qu'on connaît, qui va brutaliser le pays, qui fait appel qui fait faire des efforts à ceux qui travaillent le plus dur, le plus tôt, bref, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas juste, eh bien, je pense que le président de la République se trompe de chemin. Vous allez déposer une motion de censure avec le Rassemblement national ? Oui, nous la déposerons demain après-midi. Vous avez à côté de vous un élu Les Républicains qui s'appelle Pierre-Henri Dumont. Monsieur Dumont, vous ne voterez pas la motion de censure du Rassemblement national ? Non, parce que dans l'esprit de la Ve République, quand on vote une motion de censure déposée par un groupe et quand on s'associe en réalité avec une motion de censure déposée par un groupe, c'est qu'on est prêt à gouverner avec celui-ci. Et vous n'êtes pas prêt à gouverner avec le Rassemblement national ? Moi, je suis sur une ligne qui est ni Macron ni Le Pen. Voilà. Et donc, je ne vote pas ni avec M. Macron, ni avec Mme Le Pen. Monsieur Chenu. Alors, plusieurs choses. D'abord, ni Macron ni Le Pen, il ne va pas rester grand monde pour les Républicains avec qui gouverner demain. Je vous le dis simplement. Mais simplement, ce n'est pas du tout ça la logique, vous le savez bien. Ne pas voter la motion de censure, c'est accepter finalement que le gouvernement continue, d'abord que la réforme des retraites passe, parce que ne pas voter la motion de censure, finalement, le texte va passer, et on laisse le gouvernement continuer à dérouler. Donc, c'est finalement... chers collègues... je termine. C'est un manque de courage incroyable que de ne pas aller au vote de la motion de censure si vous n'avez pas envie de ce texte. C'est la dernière étape que nous ayons à notre disposition, tous les parlementaires. Et on ne va pas gouverner demain si vous n'avez pas envie de gouverner avec nous. Je veux dire, c'est pas le problème. Nous, on ne cherche pas à vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire. On propose une motion de censure et nous, on va voter celle des autres parce qu'on n'est pas sectaire, parce qu'on pense qu'il ne faut pas de cette réforme des retraites. Donc, je veux dire, le pape aurait pu présenter une motion de censure devant l'Assemblée nationale que je l'aurais votée, voyez-vous. Donc, il ne s'agit pas de faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Il s'agit de bloquer le gouvernement. Non, pas vraiment d'ailleurs. Et il s'agit surtout d'empêcher Elisabeth Borne de continuer ce travail de sape de la France. Alors, oui, simplement vous dire, chers collègues, que je n'ai pas dit que je ne votais pas de motion de censure. J'ai dit que je ne votais pas votre motion de censure. Je ne sais pas, parce que M. Ciotti a dit juste avant vous que les députés LR ne votaient aucune motion de censure. Vous nous dites on va choisir peut-être une. Je vous dis que chaque député, et ça vous n'a probablement pas échappé, parce que nous ne sommes pas caporalisés comme vous l'êtes au sein du Rassemblement national à ne pas avoir de liberté de vote. Chose chez nous, et donc nous avons une liberté de vote au sein du groupe Les Républicains. C'est le bordel chez vous en général. Et donc, il est évident que certains voteront une motion de censure, et ceux qui voteront sera probablement la motion de censure déposée par l'IOT. Vous avez la même ligne que la France Insoumise sur le Rassemblement national. Non, je ne vote pas les motions de censure de la France Insoumise. Je ne vote pas les motions de censure de la France Insoumise. Je ne pense pas qu'on puisse gouverner un pays par les extrêmes. Voilà, et que la situation qui est en train, quand on vote une motion de censure et qu'on signe des motions de censure avec tel ou tel parti, c'est qu'on est prêt à avoir un gouvernement alternatif avec ces pays. Non, pas tous en même temps, c'est incompréhensible pour nos auditeurs. Monsieur Chenu. Je pense que ce qui est dangereux en politique, c'est l'extrême lâcheté. Quand on a des convictions, quand on pense quelque chose sur un texte, on va jusqu'au bout. C'est pas trouver des. Je viens de vous dire que j'étais prêt. Je viens de vous dire que j'étais prêt à voter la motion de censure présentée par monsieur le motions de censure de qui vous voulez, pas du RN, parce que vous bouchez le nez, etc. C'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas grave. Nous, on va voter toutes les motions de censure. Tant mieux pour vous. On a compris que vous n'êtes pas d'accord, et ça s'est vu à l'Assemblée nationale, croyez-moi. Jeanne Cancard, vous êtes sur la place de la Concorde. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Vous êtes avec Fabrice Elsner. Oui, Laurence, la manifestation qui se poursuit ici, place de la Concorde, avec, on va dire, les plus jeunes des participants qui scandent certains slogans à l'encontre des forces de l'ordre, les pompiers, les sapeurs-pompiers qui viennent d'arriver pour éteindre un petit feu qui avait été allumé ici sur cette place de la Concorde. Ce qui est frappant, c'est surtout la jeunesse qui est présente ici pour manifester, pour protester contre cette réforme qui donc a été, où le 49.3 a été enclenché. Il faut savoir que ce rassemblement, eh bien, il était à l'origine c'était les syndicats qui étaient à l'origine de ce rassemblement. Ils avaient déclaré cette manifestation ici, place de la Concorde, mais il faut savoir que le préfet de police de Paris avait pris un arrêté d'interdiction, sauf que le tribunal administratif qui a été saisi par les syndicats a suspendu cet arrêt. Donc cette manifestation, elle est bien légale ici, elle a été déclarée place de la Concorde, mais ce que nous disent les jeunes ici, c'est qu'il
qui ne pensaient pas qu'il y aurait autant de monde. On peut parler ici de quelques milliers de personnes qui sont présentes ici. Vous voyez en ce moment sur les images de Fabrice Elsner donc des grilles qui sont installées entre les jeunes et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont présentes ici avec en nombre assez important. Les camions à eau sont sortis puisqu'il faut savoir évidemment que la manifestation, au moment, il faudra bien qu'elle touche à sa fin et pour évacuer ici les manifestants qui se trouvent ici, qui scandent beaucoup de slogans évidemment contre Emmanuel Macron, contre sa réforme, et les manifestants qui nous disent qu'ils comptent continuer ce combat jusqu'au retrait définitif de la retraite, de la réforme. Merci beaucoup Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, place de la Concorde, Fabien Villeneuve, représentant de Sudrail, de plus en plus de monde et la colère qui monte effectivement. Oui, puis il y a des rassemblements partout, pas qu'à Paris, il faut venir, voilà, faut venir à ces rassemblements, il faut montrer c'est pas normal. Voilà. Oui, c'est dans la Constitution, le 49.3, mais vu le contexte, vu la mobilisation, vu l'opinion publique, ne pas avoir aucune majorité nulle part, ni à l'Assemblée nationale, ni auprès des organisations syndicales, enfin, ce n'est pas possible de n'écouter personne. Il n'écoute pas, excusez-moi, mais Monsieur le Président de la République n'écoute pas les organisations syndicales, il n'écoute pas l'opinion publique, il n'écoute pas les manifestants, il n'écoute même pas les députés, parce que s'il les avait écoutés, ça serait tranché dans un sens ou dans l'autre. On ne peut pas gouverner la France comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà, donc le mieux, c'est d'apaiser les choses. Et pour commencer à apaiser les choses, c'est retirer sa loi. Allez, il est 18h30 pratiquement, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On vit cette folle journée politique avec le gouvernement qui a donc choisi l'option du 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites. Un passage en force, violemment critiqué par les oppositions, notamment par la France Insoumise. On va revivre ces moments de grande tension au Parlement avec Vincent Fernandez et on se retrouve en direct dans un instant. Alors qu'Elisabeth Borne doit s'exprimer, les députés NUPES entonnent la Marseillaise, debout. Dans leurs mains, des pancartes où il est inscrit « 64 ans, c'est non ». Une suspension de séance est annoncée. La séance est suspendue pour 2 minutes. Retour dans l'hémicycle, Elisabeth Borne prend finalement la parole et annonce l'utilisation du 49.3 sous les huées et les appels à la démission. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Dans son discours, la Première ministre s'en prend à ces mêmes élus. Je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Ainsi qu'aux députés Rassemblement National. Je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre. À la fin du discours, Mathilde Panot dénonce le passage en force du gouvernement. Et je vais vous dire aujourd'hui que nous sommes dans un basculement autoritaire. Aujourd'hui commence le premier jour du reste du quinquennat d'Emmanuel Macron, de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et nous le disons à toutes celles et ceux qui se mobilisent dans le pays, rien n'est fini. Au même moment, à quelques pas de là, Marine Le Pen prend aussi la parole et réclame la démission d'Elisabeth Borne. Je pense que Mme Borne aurait dû terminer son laïus en disant qu'elle partait, car il s'agit là d'un constat d'échec majeur, mais pas seulement pour elle, allez, soyons justes et soyons honnêtes. C'est un constat d'échec majeur pour Emmanuel Macron. Des motions de censure transpartisanes seront déposées prochainement. Merci beaucoup Vincent Fernandez. Élodie Huchard, vous êtes toujours à l'Assemblée nationale avec Olivier Gangloff. Elisabeth Borne ne souhaitait pas ce 49.3. Expliquez-nous ce qu'elle a dit en début d'après-midi au président des groupes parlementaires. Effectivement, Elisabeth Borne qui a expliqué qu'elle ne voulait pas du 49.3. Elle l'avait dit encore assez récemment et même publiquement, mais elle n'a pas eu d'autre choix parce que, on le sait maintenant, ni la Première ministre ni le Président de la République ne voulaient faire de pari finalement en se disant tant pis, allons au vote et on verra ce qui se passe. À force de compter et de recompter les voix, le gouvernement s'est rendu à l'évidence en milieu de journée. Clairement, le compte n'y était pas et Elisabeth Borne s'en est d'ailleurs justifiée devant les députés de l'intergroupe Renaissance, Modem et Horizon. Une Première ministre très émue, me disait un participant quasiment en larmes, qui explique qu'elle a dû être obligée de recourir au 49.3, de prendre cette décision dans les dernières minutes. On l'a vu, les ministres sont même arrivés en retard aujourd'hui pour la séance. Et puis une Première ministre qui explique aussi que maintenant le vrai vote, ça va être celui de la motion de censure et elle regarde de très près le vote des Républicains, ceux à qui on a tant concédé sur cette réforme et pourtant ceux qui n'ont pas su faire voter leur groupe en faveur de cette réforme. Merci beaucoup Élodie Huchard avec notre ami Olivier Gangloff à l'Assemblée nationale. Fabien Villedieu, on a entendu la Première ministre qui n'était évidemment pas favorable a priori au 49.3. C'est une impasse évidemment dans laquelle se trouve l'exécutif et les syndicats vont continuer à mener le combat sur le terrain.
Enfin, il y a une solution. Hein. Moi, j'ai rien contre Elisabeth Borne. Hein. Je vous le dis, je la trouve plutôt sympathique. Mais qu'elle retire sa loi. Voilà. Qu'elle retire sa loi. Je suis sûr que ce soit le premier trait marquant d'Elisabeth Borne. Sébastien Chenu du Rassemblement National. Alors, écoutez, c'est peut-être parce que c'est une ancienne le soir du 31. C'est une ancienne cheminote, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça, exactement. Cheminot un jour, ça fait partie de la grande famille, c'est le corporatisme. Le retrait du texte, c'est assez rare. C'est arrivé avec le CPE à l'époque. En 2006. Enfin, moi, voilà, gardé mais non appliqué. C'est quand même la solution. C'est C'est quand même la solution la plus simple pour aller de l'avant. Hein. De toute façon, je pense qu'ils n'auront pas le choix parce que moi, je vous le dis, il va y avoir des grèves qui vont continuer. Nous, on va demander à amplifier la mobilisation et la mobilisation va s'amplifier. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des manifestations dans toutes les préfectures et les gens ne sont pas prêts à en rester là. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que va dire l'intersyndicale ce soir. Elle va s'exprimer, mais il y aura des suites. Donc soit on veut effectivement que le pays se tende de plus en plus, ou soit on retire cette mauvaise loi que les Français ne veulent pas. Bien sûr. Et à Dijon, des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt, ainsi qu'Olivier Véran, ont été brûlés par des manifestants. Louis de Ragnel et Emmanuel Macron s'est exprimé aussi auprès de ses ministres en début d'après-midi. Il a dit, c'est ce qu'ont dit des participants, « Mon intérêt politique aurait été d'aller au vote. Parmi vous tous, je suis celui qui ne met pas en jeu son siège, évidemment, parce qu'il est protégé par la Constitution. En revanche, il sait qu'il expose ses ministres et sa première ministre en allant au 49-3. Ah bah très clairement, il leur fait. Enfin, en fait, si vous voulez, le piège sur Emmanuel Macron tombe dans le piège qu'il a lui-même tendu, qu'il s'est lui-même créé. C'est-à-dire qu'il a eu un objectif ultra maximaliste. Il s'est dit que ça allait fonctionner avec les Républicains, et puis patatras, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc effectivement, le roi est un peu nu. Hein, c'est-à-dire qu'il était très ambitieux. Il en parlait avec beaucoup d'assurance. C'est un projet quand même. Faut quand même remonter à la jeunesse de ce projet de réforme des retraites. Ça fait plus de 4 ans et demi qu'on en parle. On en a quand même parlé pendant 3 ans et demi avec Édouard Philippe. Souvenez-vous de Jean-Paul Delevoye. Matin, midi et soir, les syndicats qui étaient reçus avec le haut commissaire chargé. Alors c'est un autre projet, mais globalement, ça fait 4 ans et demi maintenant qu'on parle quand même de cette question-là. Ensuite, au moment de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron cherche à démonétiser, à affaiblir complètement Valérie Pécresse et brandit cet argument. C'était d'ailleurs la seule promesse de campagne, la retraite à 65 ans pour tous. Donc, si vous voulez, il s'est très fortement engagé là-dessus. Et puis, in fine, il arrive, il est obligé, contraint et forcé d'utiliser l'article 49.3 par faiblesse. Alors c'était un peu inévitable, il pouvait pas tellement faire autrement. J'entends ce que dit Monsieur Villedieu, mais il s'est tellement engagé personnellement sur ce texte qu'il ne pouvait pas renoncer, il pouvait pas reculer. Politiquement, il était complètement mort. Alors je vous dis, il était complètement mort. Là, il est à demi-mort parce que la question qui se pose, je parle d'un point de vue politique, c'est sa capacité maintenant à gouverner, à aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il y a d'autres textes qui vont se présenter à l'Assemblée nationale. Au Sénat, c'est un peu plus facile, mais à l'Assemblée nationale, je suis pas du tout convaincu que ça passe si facilement que ça sur les questions, le texte sur l'immigration, la loi travail. Je suis très très curieux de voir l'impact politique de ce qui s'est passé aujourd'hui, et je pense que ça laisse des traces indélébiles. Dans les prochains sur la suite du blocage, moi je suis assez dubitatif pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a 3 points névralgiques qui peuvent bloquer le pays et qui inquiètent le gouvernement, c'est les raffineries, les écoles et la jeunesse. Et on voit que ces 3 points-là, pour le moment, ne sont pas d'un niveau inquiétant. La jeunesse, les universités ont été bloquées, mais pas de façon massive. Parce qu'en fait, mine de rien, il y a une partie de la jeunesse France Insoumise. Mais la jeunesse sont pas très mobilisés par ce sujet, en réalité. Et les écoles, les professeurs, en fait, ont fait moyennement grève. Et ça, c'était un point qu'on regardait avec beaucoup d'attention l'exécutif, parce que les écoles bloquées, c'est le pays bloqué. Et il n'a pas été. Et on va voir ce qui va se passer. Un tout petit mot, Jean-Sébastien Ferjou. L'autre grande erreur politique d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir pensé que le pays était dépolitisé, parce qu'on n'a pas eu de campagne présidentielle. Effectivement, les Français ont un peu laissé passer. Mais non, les Français ne sont pas dépolitisés. Et l'autre grande erreur, c'est de penser qu'il faut absolument des lois pour agir dans ce pays ou pour laisser, pour avoir une trace, avoir un héritage. C'est faux. On peut parfaitement gérer la santé, bien mieux gérer les hôpitaux, bien mieux gérer l'éducation nationale, bien mieux gérer la sécurité, bien mieux sans faire voter une loi à l'Assemblée nationale. Vous avez besoin de faire voter des lois sur les budgets. Français. Oui, mais c'est un réflexe très français et c'est une erreur profonde du président de la République. 18h37, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Marseille, où se trouve Laure Parra. Il y a du monde qui se mobilise contre cette réforme des retraites. Laure ? Et bien maintenant, sur cette place juste en face de la préfecture et à côté de la préfecture de police, ils sont
très nombreux, des centaines de manifestants se sont rassemblés. L'heure est à la prise de parole et la teneur de ces paroles est assez claire. Nos mobilisations, mes camarades ont payé, je cite, on aura besoin de tout le monde, les actifs, les retraités, les jeunes, tous ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le mouvement, que de partout le travail cesse. Donc vous voyez, il précisait, celui qui est en train d'intervenir, qu'on rentrait dans une deuxième phase de ce mouvement contre cette réforme des retraites et c'est un appel clair à la grève générale. Laure Parra à Marseille, merci beaucoup. À Bordeaux, on rejoint Antoine Estève avec Jérôme Rampenou. Pareil, là, les gens se regroupent dans le centre de Bordeaux, Antoine? Oui, effectivement, les gens se regroupent dans le centre de Bordeaux. Alors, il y avait une manifestation qui était organisée par les syndicats au départ avec un rassemblement de 300-400 personnes. Et puis cette manifestation s'est dirigée en direction de la permanence du député girondin Thomas Cazenave, un proche d'Emmanuel Macron. Ils ont été stoppés par la police. Et là, le cortège s'était lancé maintenant dans les rues de Bordeaux pour un grand cortège en direction de la place de la Victoire. Alors, il y a effectivement, on sent bien une séparation très importante en ce moment, et visible en tout cas, en face de nous, entre les syndicats d'un côté qui restent en queue de cortège et des jeunes, une cinquantaine de jeunes cagoulés qui sont à l'avant, qui renversent des poubelles, qui essayent de mettre le feu à des poubelles notamment, qui renversent aussi des éléments de chantier, des barrières, qui essayent de créer des barrières. Et pour le moment, la police n'intervient pas. La police est à l'extérieur de ce périmètre occupé par la jeunesse à l'avant du cortège. Et la police n'intervient pas pour l'instant. Merci beaucoup Antoine Estève et Jérôme Rampenou. Sébastien Chenu du Rassemblement National. Oui, moi je crois que c'est une vraie bombe à fragmentation, cette histoire de réforme des retraites sur laquelle s'est arc-bouté Emmanuel Macron. D'abord politiquement, qu'il n'imagine pas, parce qu'Emmanuel Macron, lui, partira et continuera sa vie probablement et on retrouvera une banque ou que sais-je. Mais politiquement, qu'il n'imagine pas que les Édouard Philippe, les Bruno Le Maire, les Darmanin, tout ça ne seront pas associés à ce carnage. Évidemment, ils seront associés. Que les Républicains n'imaginent pas que des Ciotti ou des Laurent Wauquiez, donc on n'a pas entendu le son de sa voix, il ne doit rien penser sur cette réforme des retraites, n'auront pas leur part de responsabilité. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne pensent pas, monsieur Chenu, soyons honnêtes. Moi je m'inquiète, c'est peut-être parce qu'ils ne parlent pas qu'ils pensent mal surtout. Mais surtout, est-ce que Emmanuel Macron va laisser... Pardon monsieur Chenu, mais on n'a pas entendu... Il va terminer, puis après je vous passe la parole. Vous les avez non seulement beaucoup entendus, mais en plus sur la réforme des retraites, vous nous avez beaucoup combattu au moment des présidentielles sur notre projet de réforme des retraites, 60 ans, 40 annuités. Donc vous ne pouvez pas dire tout et l'inverse, mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu Laurent Wauquiez, on ne sait pas ce qu'il pense. Mais surtout, est-ce que le président de la République laisse un pays se bloquer avec d'éventuelles violences? On voit, on entend des jeunes à cagoule. On se demande aussi ce que viennent faire les histoires de Palestine. Là-dedans, on voit des drapeaux palestiniens. Enfin, est-ce qu'à un moment, cette coalition de mécontentement ne déstabilise pas le pays? Mais le président de la République, il a une responsabilité. Il a 3 solutions. Le référendum, s'il a envie de sortir par le haut, le référendum, le retrait pur et simple, ou alors, effectivement, un vote sur la motion de censure sur laquelle pourraient s'exprimer les députés. Il y a 3 solutions. Et à mon avis, la seule solution inacceptable, c'est le maintien du texte. Alors, Pierre-Henri Dumont, LR, un tout petit mot de réponse au Rassemblement National? Non, mais écoutez, moi, je me souviens très bien des débats sur les retraites. J'ai participé, comme quasiment tous les collègues de l'Assemblée, au débat. Vous étiez 3 au moins, je pense. Non, arrêtez d'être un peu caricatural, monsieur Chenu. Allez, 4. N'exagérez pas, on était très présents lors des débats sur les retraites. Mais comme vous vouliez voter pour, c'est pas grave. Et on s'est retrouvé avec un RN qui... n'a pas beaucoup défendu, essayez de vous occuper de n'a vous, pas beaucoup défendu ses positions, n'a pas entendu de contre-projet de la part du Rassemblement National. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que pense le RN sur les retraites. Mais on sait qu'il est contre, mais on ne sait pas ce pourquoi il est pour. Ça, c'est de la popole. On parle des Français, là, messieurs, un peu de dignité. Donc, sur aujourd'hui, la suite maintenant de ce qui va se passer, c'est assez clair. Le choix qui a été fait est le choix de la brutalité, parce qu'il y aurait pu y avoir un vote, le président de la République a décidé de ne pas avoir de vote, et donc à partir de là, il va y avoir des motions de censure qui seront déposées, 1, 2, 3 motions de censure qui seront déposées. Si aucune des 3 n'est adoptée, le projet de loi sera validé et restera à voir maintenant la réponse des organisations syndicales et des manifestations plus ou moins spontanées. Il y a une intersyndicale qui se réunit ce soir. On saura évidemment quelle est la tonalité. D'abord, est-ce que les syndicats vont rester unis? Fabien Villedieu, c'est une première question. Qu'est-ce qu'ils vont décider ensemble? Et puis, est-ce que vous pensez que les votes sur les motions de censure ce sont des votes ou est-ce que c'est des succès d'année? Moi, je ne parlerai pas de motion de censure, c'est pas mon domaine. C'est vrai. Naïvement, j'ai tendance à me dire, si vous arrivez à vous mettre d'accord pour en avoir une majoritaire, ça m'arrange. Aucun problème. Moi, je continue. Parce que soit c'est ça, soit c'est la grève qui continue. Et la grève qui continue, à chaque fois, je perds 100 balles tous les jours. Donc, ça commence à faire beaucoup. J'ai déjà perdu 1 500 €. Donc, j'espère. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a l'intersyndicale qui va s'exprimer. Mais nous, Sudrail, voilà, nous, on va demander, dès demain, à amplifier la grève et à généraliser la grève. Peut-être que ça ne marchera pas.
J'en sais rien. Peut-être que les gens sont fatigués. Peut-être que les gens sont fatigués. J'en sais rien. Mais en tout cas, nous, on va y aller. On va s'appuyer sur, à mon avis, l'écœurement qu'il y a. Et l'avantage, c'est que finalement, le président Macron, il arrive à mettre tout le monde d'accord, quoi. Il arrive à mettre toutes les organisations syndicales d'accord, de la CFTC à Solidaire. Donc, il a réussi à nous mettre d'accord jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'avec le 49.3, il a remis une pièce dans le jukebox, donc on va continuer à être d'accord. En tout cas, on a la possibilité de gagner. C'est maintenant que ça se joue. Il faut venir au rassemblement ce soir et il faut se mettre en grève. Ceux qui ont repris le travail, il faut qu'ils se remettent en grève. Un petit mot des éboueurs, parce qu'ils sont en grève, notamment dans la capitale, mais pas seulement. Les forces de l'ordre ont débloqué aujourd'hui près de Paris un dépôt qui était occupé par des éboueurs en grève, et parce que le préfet de police doit réquisitionner un certain nombre de grévistes pour faire dégager les rues de la capitale qui sont jonchées d'ordures. Il y a un risque sanitaire, monsieur Villedieu. Vous comprenez cela ou pas du tout? Non, je ne comprends pas du tout. Le risque sanitaire ? Par contre, ce qui a été fait, c'est une atteinte au droit de grève. Voilà. Eh ben oui, là, une grève chez les éboueurs, il y a des poubelles dans la rue. Une grève des cheminots, il n'y a pas de train. Une grève des contrôles intérieurs. Je peux vous dire que quelquefois, la SNCF, elle joue limite avec la sécurité, parce que lorsqu'elle continue à maintenir la ligne et que vous voyez le monde de dingue qu'il y a sur le quai, je peux vous dire c'est limite dangereux. Donc voilà, les grèves, ça bloque, ça se voit. Voilà. Et des éboueurs qui sont les personnes, excusez-moi, juste je finis, les personnes qu'on a applaudi il y a à peine 2 ans en disant bravo, c'est bien ce que vous faites, de récupérer les poubelles, et en guise de réponse, en guise de remerciement du gouvernement, ils ont eu quoi? On vous propose de travailler, non, on vous propose pas d'ailleurs, on vous impose de travailler 2 ans de plus. Je comprends qu'ils soient en grève et je comprends qu'ils soient en colère, et ce qui s'est passé, c'est une atteinte au droit de grève. Monsieur Dumont, et LR? C'est parfaitement normal que le préfet de police réquisitionne pour évacuer les poubelles qui sont entassées depuis plusieurs jours maintenant dans certains arrondissements de Paris. Et pardon de vous le dire, mais en fait, en faisant ça, en instaurant pas par exemple un service minimum de ramassage des poubelles 1 jour ou 2 par semaine lors des grèves des éboueurs, vous allez arriver à un système où vous allez combattre et faire mettre à bas le service public de ramassage des poubelles, parce qu'on a bien vu qu'il y a des arrondissements qui ont un service privé et qui ont sous-traité à du privé le ramassage des poubelles à Paris, et où il n'y a aucun problème de poubelles. Et il y a les arrondissements qui sont encore sous régie publique de la mairie de Paris, encouragés en cela par la maire de Paris, qui est dans un délire absolu sur la question de traitement des poubelles. La maire de Paris, quand même, qui était contre, pour les réquisitions et contre la grève en 2016 lors de la loi travail, parce qu'elle soutenait... Et là, elle a un discours très très différent. Non, mais il y a des risques sanitaires. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas laisser les rats polluer plus qu'ils ne pullulent à Paris. Enfin, Paris est devenu un taudis, pardon de le dire. Augustin Donadieu, vous êtes place de la Concorde avec Jean-Laurent Constantini. Il y a du monde. Est-ce que la tension monte ou pas, Augustin ? Oui, la tension est montée un tout petit peu il y a maintenant quelques minutes, puisqu'effectivement quelques jeunes, Black Bloc, visage cagoulés, cachés, ont mis le feu à des palettes, ont pris des barrières de chantier pour monter des barricades, et quelques jets de projectiles effectivement ont été projetés sur les forces de l'ordre. Alors ces manifestants, ils sont plusieurs milliers, quelques milliers quand même ici, place de la Concorde. Cette manifestation, il faut savoir que les syndicats l'avaient déclarée, sauf que la préfecture de police de Paris avait pris un arrêté d'interdiction, mais enfin le tribunal administratif, saisi par les syndicats, avait finalement suspendu cet arrêté. Donc cette manifestation est tout à fait légale. Les syndicats, les manifestants ont le droit d'être ici. Ils comptent bien en profiter. Depuis tout à l'heure, nous entendons des messages pour motiver la foule à sortir dans la rue, à de nouveau se joindre aux différentes mobilisations. Je les cite, ils ont dit « Le gouvernement a déclaré la guerre avec sa première arme, le 49.3, gare à la division ». On le comprend, le message ici est clair. Continuons de protester contre cette réforme des retraites pour faire entendre sa voix. Beaucoup Augustin Donadieu avec Jean-Laurent Constantini, Fabien Villedieu. On voit qu'il y a de nombreuses villes où les mouvements spontanés pour certains, d'autres organisés, sont en train de démarrer. Jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Ça va aller jusqu'à la victoire. Voilà. Et nous, on est déterminés. On a un président qui est déterminé. Il va voir ce que c'est que les salariés, la détermination des salariés. Et je peux vous dire que les éboueurs aiment, pour revenir un peu, ils aiment leur métier. C'est un métier qui est difficile. Tous les jours, vous êtes là à ramasser la merde des gens, et que ces gens-là ne veulent pas bosser jusqu'à 64 ans. D'ailleurs, ils savent qu'ils ne le feront pas. Alors, ils utilisent leurs moyens. Effectivement, cette grève. Alors, on peut rajouter. Mais si, dans le privé. Non. Là, vous parlez des salariés des collectivités locales. Mais de plus en plus, ça a été privatisé, voilà. Et les éboueurs du privé, eux, aujourd'hui, c'est 62 ans et ça sera 64 ans demain. Et je peux vous dire qu'ils étaient en grève.
ils étaient en grève, ces salariés-là. Parce qu'effectivement, il y a des métiers, énormément de métiers, où on ne peut pas se projeter. Et vous allez leur expliquer quoi à ces collègues qui sont éboueurs? Bah oui, il va falloir que tu fasses une reconversion professionnelle et tu vas être manager ou je ne sais quoi. Mais non, tout ça, c'est de la flûte. Tout ça, c'est de la flûte. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont déterminés. Et au lieu de passer longtemps à essayer de faire des services minimums à la SNCF, des services minimums, bah, de toute façon, je veux dire, le service minimum, c'est de plus en plus dans tous les services publics parce qu'on a tellement dégradé le service public que j'ai l'impression que le service minimum, c'est du tous les jours. Mais il faut au moins écouter la colère des gens. Et moi, je vous le dis, je suis pour l'apaisement. Je suis sincèrement pour l'apaisement. Mais pour l'apaisement, c'est très simple. Il faut qu'ils retirent ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu de l'orgueil, en fait, finalement, que cette loi, elle est maintenue par orgueil. Eh ben, on gouverne pas, j'espère, par orgueil. C'est peut-être pas que de l'orgueil. Emmanuel Macron, quand il a parlé à ses ministres, il a évoqué le risque financier pour la France. Le risque que les taux d'intérêt augmentent, que voilà, les finances publiques de la France plongent. C'est ce qu'il a dit. Non, mais voilà. Personne n'y croit. Enfin, le mois où ils ont passé la réforme, c'est le mois où toutes les entreprises, alors je sais que ça ne va pas plaire autour de la table, toutes les entreprises du CAC 40, qui sont 38, s'il en reste 2 qui n'ont pas publié leur compte, 38 sur 40, elles viennent de publier 152 milliards de bénéfices, rien que de bénéfices, c'est-à-dire la moitié de ce que coûte le système de retraite. Et on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent. La France n'a jamais été aussi riche. Il y a un pognon de dingue dans ce pays. Moi, je vous dis, la France n'a jamais été aussi riche. Mais c'est pas des jeux d'écriture. Moi, je vous dis pas qu'il faut prendre les 152 milliards. Voilà, je vais pas faire mon dangereux gauchiste. Mais en tout cas, l'argument de dire il n'y a pas d'argent pour les caisses de la sécurité sociale et au mois de février, on se rend compte que 38 entreprises françaises font 152 milliards de bénéfices, personne ne le croit. Plus personne ne croit cet argument-là. Oui, pardon, monsieur. Moi, je pense qu'on peut discuter d'une... Non, mais allez-y, je vous passe la parole. On peut discuter d'une taxe sur les super profits. C'est totalement légitime parce qu'effectivement, il y a d'énormes profits dans les entreprises, etc. Mais pardon, si on rapportait de l'argent pour les super profits, moi, je le mettrais plutôt dans l'hôpital, dans l'éducation, dans les services publics qui vont très très mal, plutôt que dans la réforme des retraites. Il me semble que la réforme des retraites, c'est quelque chose qui peut être équilibré, justement. Il y a tellement des besoins énormes, vous l'avez dit vous-même, dans les services publics, que si on arrive à avoir de l'argent sur les super profits, il y aurait, à mon avis, d'autres priorités à financer dans notre pays. Sauf que c'est fait nulle part. Ni dans le service public, ni dans les hôpitaux, ni dans les écoles, c'est fait nulle part. Les retraites, à mon avis, qui sont le premier truc à financer en France. Non, mais le drame, en effet, c'est qu'on sent qu'il y a 2 raisons pour faire cette réforme des retraites, parce qu'elle produit en réalité pas beaucoup de bénéfices financiers maintenant. Cette réforme, c'est pas forcément une question d'orgueil, mais une question de stature politique, comme quoi je peux réformer, et moi, président de la République, je suis capable de pouvoir continuer à réformer. Et 2, la question, c'est en effet de ne pas affoler les marchés. On sait qu'il y a des grandes banques américaines, il y en a une qui a fait défaut, qu'il y a des questions qui se posent. On a vu des décrochages dans la bourse de Paris sur les actions de différentes banques françaises. Mais, pardon de le dire, le problème, c'est que c'est le même président qui a dépensé à tout va. Et je ne parle pas de la crise Covid. Je parle des années avant la crise Covid, où on avait la France qui était le pays où il y a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. La France, et ça va augmenter sous Emmanuel Macron, on a la France qui avait le plus grand déficit de la zone euro, le plus grand déficit commercial de la zone euro. Bon. Bref, c'était un pays qui allait à volo, avec aucune maîtrise des dépenses publiques. Et aujourd'hui, les efforts que Emmanuel Macron n'a pas su faire, lui, il demande aux Français, et en particulier aux plus modestes, de les faire eux. Et c'est ça que les Français ne comprennent pas. Sébastien Chenu, oui, Jean-Sébastien Ferjou. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi, c'est ce qu'a fait Christine Lagarde et ce qu'elle a annoncé avec une hausse des taux d'un demi-point. Arrêtons de dire que les marchés financiers se préoccupent ils se préoccupent des finances publiques françaises, oui, pas de cette réforme, ils s'en fichent comme de leur première chaussette. En revanche, la hausse encore annoncée par la Banque Centrale Européenne qui va fragiliser beaucoup de banques, ça, ils s'en préoccupent. Emmanuel Macron a fait cette réforme des retraites pour être le bon élève de l'Union européenne en échange du plan de relance. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait aujourd'hui, ça a été même reconnu par un certain nombre de gens de la majorité. Voilà, le Mozart de la finance, il joue faux. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'a jamais eu un président qui a plus endetté le pays sans de l'autre côté que les services publics se portent mieux. Où passe ce fric qu'on ponctionne aux Français du matin au soir ? Donc Emmanuel Macron est un très mauvais gestionnaire. Alors maintenant, il agite le chiffon rouge. Attention, vous allez voir, tout va se dégrader. Enfin, ils n'ont cessé de nous raconter n'importe quoi. C'est ça, réforme des retraites, qui va coûter cher, qui va avoir un coût social excessivement important. Quand on va pousser des gens à aller jusqu'à 64 ans, ils n'iront pas. Certains vont arrêter, donc il y aura un coût social de santé. D'autres seront au chômage, et donc il y aura un coût, là encore, social, du traitement social du chômage. Donc on sait très bien que non seulement cette réforme des retraites et le texte de la CMP voté hier, il alourdit encore la note. Donc on sait très bien que cette réforme des retraites, elle ne remplit pas non plus ses objectifs d'équilibre budgétaire. En fait,
fait, ça devient un point d'orgueil du président de la République. Il veut montrer qu'il fait passer un texte. Il est prêt à tout pour le faire passer. Il va laisser un champ de ruines dans le pays. Jeanne Cancard, vous êtes place de la Concorde à Paris où des centaines de manifestants se sont rassemblés avec Fabrice Elsner. Où êtes-vous et que se passe-t-il autour de vous ? Alors là, ce que vous voyez en ce moment à l'image, Laurent, c'est bien, ce sont les dizaines de forces de l'ordre qui sont en ce moment positionnées face à cette place de la Concorde, face aux quelques milliers de manifestants qui sont présents en ce moment ici, en majorité des jeunes. Alors on peut dire que c'est un petit peu un entre-deux. Vous avez quelques projectiles qui sont envoyés sur les forces de l'ordre, quelques insultes qui volent, mais pour l'instant, eh bien, l'ambiance reste assez calme, même s'il y a parfois quelques petits moments de tension avec quelques manifestants qui érigent comme une barricade entre eux et les forces de l'ordre. Mais sinon, derrière, on entend la musique, on entend les slogans, des slogans évidemment contre le gouvernement, contre Elisabeth Borne, contre Emmanuel Macron, la plupart qui réclament leur démission. Et puis aussi, ce qu'il y a sur toutes les lèvres ici dans cette manifestation, c'est forcément l'article 49.3, le 49.3 qui finalement, pour ces manifestants, eh bien, est une raison de plus de venir ici descendre dans la rue. Ces manifestants qui étaient aussi appuyés tout à l'heure de la présence de certains députés. On a vu Jean-Luc Mélenchon qui était présent ici. On a aussi vu Mathilde Panot qui sont venus ici, un rassemblement à l'initiative des syndicats, des principaux syndicats qui étaient là en début de cortège. Et pour l'instant, là, la manifestation, elle va se dérouler encore, on l'espère évidemment, dans le calme. Il y a souvent des clappings qui sont entonnés par ces jeunes qui souhaitent se faire entendre et qui souhaitent même parfois, pour certains, eh bien, continuer des blocus ou d'autres actions, coups de poing pour se faire entendre. Alors que là, en ce moment, vous voyez à l'image, quelques projectiles qui volent, même si on le rappelle, pour l'instant, ça se déroule dans le calme. Merci beaucoup, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sur place de la Concorde. Fabien Villedieu de Sudrail, vous avez toujours prôné la non-violence depuis qu'on vous reçoit sur ces plateaux. Il y a un risque néanmoins qu'il y ait une radicalisation dans les futures mobilisations. C'est un risque que vous prenez en compte ? Oui, je pense que le président a une capacité de rendre les gens complètement dingues. Il est assez fort de ce point de vue-là. Nous, on a toujours prôné les manifestations pacifistes. Mais le problème, c'est quand vous faites des démonstrations de force, on a fait quand même 4 manifestations à plus d'1 million de personnes en l'espace de 2 mois. Et en fait, on voit que le gouvernement ne bouge pas. Et qu'à côté, des collègues me disent « Mais regarde, les gilets jaunes, ils étaient 10 fois moins nombreux que vous. Ils ont tout cassé. Et ils ont eu 13 milliards. » Moi, des fois, je sèche en termes d'arguments. Voilà, moi je vous le dis, je sèche un peu en termes d'arguments. Non, il faut continuer à manifester pacifistement, de façon pacifique et tout, la violence. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut écouter les corps intermédiaires. En plus, on avait fait un bilan après les gilets jaunes. On dit oui, il faut remettre les corps intermédiaires au centre si on veut pas qu'on ait à nouveau des gilets jaunes. Et puis patatrac, à la première réforme d'envergure, Emmanuel Macron fait du Macron. Il les met de côté et il y va bille en tête. Et voilà le résultat. Avec ces manifestants qui sont non seulement dans la capitale, mais aussi à Bordeaux, à Lyon, à Dijon, à Marseille. Beaucoup de monde dans les rues ce soir. Évidemment, on continue à suivre ces mobilisations en direct, puisque, encore une fois, Elisabeth Borne a fait usage de son 49.3 cet après-midi à l'Assemblée. Une forme de brutalisation des débats. C'est ce que dénoncent en tout cas les oppositions qui étaient vent debout lorsqu'elle a prononcé son discours. Un discours prononcé sous les huées, avec une Marseillaise qui a été entonnée du côté de la France insoumise. Voilà, on va bientôt dire merci à nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver dans un instant Raphaël Devolvé pour Europe 1 Soir. Nous, on reste sur CNews, évidemment. Voilà, avec ces images de la place de la Concorde, avec des dizaines de manifestants. Louis de Ragnel, on est symboliquement à quelques centaines de mètres de l'Élysée. Évidemment, cette journée va marquer le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite ? Parce que politiquement ou dans la rue, vous voulez dire ? Les deux, mon ami. Le risque, c'est quand même... là, en fait, c'est des mouvements qui... Alors, il y en a certains qui sont très organisés, d'autres spontanés. Ceux qui sont organisés, c'est par les syndicats. Et spontanés, par définition, c'est des gens qui se lèvent et qui s'organisent entre eux. Le risque, c'est la paralysie à court, moyen terme. Alors, c'est une paralysie qu'on a
un peu vécu, un peu connu ces dernières semaines avec les grèves, avec le blocage du pays, mais qui n'a pas non plus été un blocage total. Et ensuite, politiquement, ce qui est très compliqué, c'est que Emmanuel Macron a beaucoup moins d'autorité qu'il ne pensait en avoir. Sa parole porte beaucoup moins. Et puis surtout, il suscite beaucoup plus de haine. C'est-à-dire que le 49.3, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, bien sûr, c'est légal, c'est dans la Constitution, et voilà, c'est à la disposition de tout gouvernement. En revanche, c'est un outil qui représente une forme de violence très forte, parce qu'il n'est utilisé que quand un exécutif est faible. Et c'est ça qui, souvent, met un peu plus d'huile sur le feu. Sébastien Chenu du Rassemblement national, la vie parlementaire va reprendre comme si de rien n'était. Lundi, il va y avoir des motions de censure. Mais après, il y a des textes, il y a la loi sur l'immigration, la loi sur le travail. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voter ou pas? Non, mais il y aura forcément un après réforme des retraites qui ne peut pas être le même que celui qu'on a connu avant. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement n'a plus aucune autorité pour faire passer quoi que ce soit, qu'Elisabeth Borne est en échec total, qu'il n'y a pas de majorité dans cette Assemblée pour faire passer la réforme des retraites, mais il n'y en aura pas davantage, à mon avis, pour la loi sur l'immigration, parce que je pense que ni la NUPES, je ne sais pas ce que font les Républicains cette fois-ci, mais en tout cas ni le Rassemblement national ne le voteront. Je pense que ça déraillera encore. Donc voilà, on est avec une majorité qui n'en est pas une, qui est relative, on l'a dit, et qui n'a plus les moyens de gouverner le pays. Aujourd'hui, le pays est en émoi. Emmanuel Macron a une très forte responsabilité, mais je vais vous dire mon sentiment profond. On a l'impression qu'il se contrefiche de ce que les Français lui disent, lui demandent. Les Français lui font passer des messages de toutes les façons, par les corps intermédiaires, de façon sympathique ou moins sympathique. Rien ne bouge. C'est un président qui est sourd à la colère des Français, mais qui n'aime pas son peuple. Pierre-Henri Dumont, les Républicains, vous voterez les prochains textes comme s'il ne s'était rien passé? Non, mais à part ce projet de loi qui évidemment est très symbolique, il n'y a pas eu de blocage de l'ensemble des textes depuis le mois de juillet. La quasi-totalité des textes est passée. Il y a beaucoup de textes budgétaires aussi. Oui, mais parce que c'est la période qui veut ça. Les textes budgétaires, c'est forcément en octobre, novembre, décembre. Mais il n'y a pas eu forcément... Ce ne sont pas les sujets sur lesquels vous êtes... Alors, allez-y, concluez, monsieur Dumont. Et donc, du coup, maintenant, il y a évidemment un texte qui arrive au mois de juin, qui est le texte immigration à l'Assemblée nationale. Nous, la position des Républicains, là-dessus sont très clairs, tout le monde les connaît, il n'y aura pas de division là-dessus, je peux vous l'assurer. On est pour réduire l'immigration en France, et donc on sera tous unis dans cet objectif-là. Si le projet de loi, par le plus grand des hasards, le propose, ce qui semble être le cas, on ne le votera pas. Et puis si ça, vous demandez la démission d'Elisabeth Borne ou pas? Je pense qu'en tout cas, elle est extrêmement affaiblie, et qu'on a quand même un petit sujet, par contre, sur l'ambiance dans les séances. Il ne faut pas que cette ZAD géante se transforme en quelque chose de quotidien. Et en tout cas, moi je note qu'il y a un point positif, c'est qu'on a pu s'apercevoir que les députés de la France Insoumise ont peut-être pu apprendre la Marseillaise, quelque chose de positif qu'on peut retirer à l'issue de cette... Non, parce que peut-être pas nécessaire. Parce qu'il y a quelques semaines, quand les députés quand les députés se sont levés pour chanter la Marseillaise, on a presque eu des huées de la part de la France Insoumise à ce moment-là. Fabien Villedieu, les mobilisations continuent en un mot? Les mobilisations s'amplifient. Voilà, cette affaire n'est pas terminée, le match n'est pas plié, et je pense que le 49.3 a remis une pièce dans le jukebox, et on va... là, on est déterminés. On est déterminés, on a la population avec nous, il y a des rassemblements partout, il y aura des assemblées générales à la SNCF, mais pas seulement. Et nous, au Sudrail, on appellera à amplifier la mobilisation. Merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale de Punchline sur CNews. Merci à toutes les